une réalité assez intéressante, fait assez surprenant. En fait, je suis un peu surpris de voir sortir cette information dans la presse et pas sur TVA Nouvelles et dans les médias de Québécois. Je m'aurais attendu voir ça dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, mais non. C'est dans le Journal de la presse qui nous parle aujourd'hui d'un sujet qui fait éventuellement et quasiment tout le temps parler. On parle des transgenres, des femmes et des hommes transgenres qui sont aujourd'hui emprisonnés pendant leur questionnement ou leur transition sexuelle. Et ce qu'on nous dit finalement, c'est qu'il y a eu des personnes transgenres, des hommes qui ont été transférés dans des prisons pour femmes, dans la loi et dans la Constitution canadienne actuelle, dans notre nouveau système pénal qui réprime la discrimination de genre, et qu'il y a des gens qui ont été transférés. Et là, avant de rentrer dans le sujet, le vif du sujet du moins, on va rentrer dans une mise en contexte. Parce que là, dans l'article que j'ai lu, je vois qu'on a tendance à généraliser beaucoup la chose. Et là, on va parler d'un sujet qui va amener beaucoup de questionnements. Donc aujourd'hui, sur le sens critique, en direct de Québecwood, on va parler d'un sujet autant politiquement correct qu'incorrect pour certains. On va parler de comment qu'on devrait pénaliser et qu'est-ce qu'on devrait faire avec les personnes transgenres dans les centres pénitentiaires finalement, quand il s'agit de placer des personnes en transition ou qui se définissent d'une certaine façon du point de vue de l'identité sexuelle. Est-ce qu'on les classe dans les prisons pour femmes ou pour hommes? Parce que là, on a un petit problème, parce que malheureusement, notre système pénal, il est genré, il est hétéronormalisé, ce qui fait en sorte que quand on arrive avec une personne qui ne rentre pas dans le cadre de la définition ou de la concepture du système pénal actuel, il y a comme un petit bug. Et là, on assiste un peu aux effets de ce mal institutionnellement. C'est vraiment une malconception de nos institutions. C'est une malconception. J'appelle ça un mal institutionnellement. Institutionnellement, en tout cas, j'ai de la misère à le dire. Là. C'est un mot que je viens d'inventer, que je ne suis pas capable de dire. Donc aujourd'hui, en direct de Québécois, sur le sens critique, un mot que j'ai moi-même du mal à définir. Je pense qu'on peut pas mieux dire pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, la situation dénoncée est quand même pas banale. C'est Tristan Péloquin du journal La Presse qui nous annonce que des criminels qui purgent une peine fédérale, finalement au Canada, ils peuvent désormais être incarcérés dans les prisons qui correspondent à l'identité de genre de leur choix. Et ça, selon ce qu'il précise. C'est pas moi qui le dis. Sans même devoir entreprendre une thérapie hormonale ou d'opération transformatrice. Donc ainsi, on relate une douzaine de détenus au passé souvent très violent qui ont ainsi pu être transférés dans des prisons pour femmes après s'être déclarés transgenres. On dit que certains y ont même semé la terreur. Donc ce qu'on énonce en grosses lettres et qu'on cite, c'est qu'on décharge la violence masculine dans les prisons pour femmes. Déjà, on rentre beaucoup dans le sensationnalisme. On voit que le message est percutant, le message est très impressionniste. Ça vient nous chercher, là. On vient de montrer, on vient de montrer les personnes transgenres comme des femmes avec des gros bras, puis des grosses cordes vocales, le gros stéréotype de la femme qui s'entraîne bodybuildress avec des couilles, puis qui en a une grosse paire, qui vient d'arriver en prison dans le but de tabasser puis de violer toutes les femmes. Déjà, on vient de faire vivre un très gros stéréotype sur les personnes transgenres, mais je peux comprendre que ce qu'on dénonce, c'est qu'il y a peut-être un principe d'abus dans le concept et la définition actuelle des choses. On va continuer à lire l'article et analyser ce sujet parce que c'est relativement très intéressant comme réalité, puis on n'en parle pas beaucoup ailleurs dans les médias. Donc, on nous dit que alors qu'il était un homme, je dirais pas non. Donc, on dit que la personne n'avait rien d'un enfant de cœur.
On dit qu'il était accro à la cocaïne, au LSD, à la méthamphétamine et au crystal meth. Depuis l'âge de 13 ans, ça a l'air qu'il a enchaîné les cambriolages. On dit il, mais on devrait l'appeler elle. Les vols violents, allant jusqu'à entailler la main d'un chauffeur de taxi avec un couteau pour lui voler son véhicule. Donc on dit que ces condamnations successives pour voies de fait, possession d'armes, déguisement dans un dessin criminel, fait que déjà là il y avait des tendances à se déguiser, peut-être même à s'habiller en femme, je ne sais pas, et même évasion lui ont valu plus de 14 ans de pénitencier. On dit que quelque part entre 2018 et 2019, après plus de 10 ans d'incarcération, la personne en tant que telle a commencé à s'identifier comme une femme. Donc, elle est officiellement devenue un nom de femme aux yeux du Service correctionnel du Canada. Donc, les autorités carcérales l'ont transféré à l'établissement pour femmes d'un établissement quelconque en Ontario. C'est ce que le journal nous relate explicitement. Et là, pour agrémenter la chose, on nous met une grosse photo de la personne transgenre ou de l'homme comme elle était avant d'être une femme, montrant ses gros muscles en petite bobette devant son miroir. L'homme avec des cheveux longs, qui a quand même une allure naturelle, mais qui est quand même masculin et à la fois un peu androgyne et féminin. Là. On peut pas lui enlever autant un côté que de l'autre. Là. Je dis l'homme parce que malheureusement, le journal nous a tellement parlé de son passé en tant qu'homme que je devrais l'appeler elle parce que elle est représentée comme une femme sur la photo. Donc, on dit que il y a eu un problème, que l'une d'elles, une femme condamnée pour homicide involontaire, probablement dans la maison pour femmes de détention, où elle a été transférée, il y a eu une plainte faite officielle à la police de la région où elle a été incarcérée pour des agressions, des accusations d'agression sexuelle, des agressions finalement que la personne transgenre, l'homme qui s'identifie aujourd'hui comme une femme qui a été transférée dans une prison pour femmes, conteste vigoureusement. Donc, en vertu d'une entente, il y a une plainte qui a été déposée et en vertu d'une entente, la détenue transgenre a plaidé coupable au chef d'harcèlement et le chef d'agression sexuelle a été abandonné en échange d'une peine de 4 mois qu'elle a purgée finalement dans une maison de transition du centre-ville d'une région métropolitaine beaucoup plus proche de chez nous. Là, on rentre encore plus profondément dans son passé judiciaire puis dans le processus de justice de ses libérations conditionnelles. On nous dit que pendant l'évaluation des libérations conditionnelles en 2020, on a avéré qu'il y a une traînée de victimes qui ont été terrorisées par les comportements et les violations répétées des conditions de son parcours tout au long du parcours carcéral. Donc, pour commencer, déjà, ce que j'en conclus, c'est qu'on a sorti un cas isolé et qu'on généralise tout le cas des transgenres sur un seul cas isolé qui est en train de faire une sortie publique dans un média. Et là, on nous ramène immédiatement un droit spécial qui donne aujourd'hui aux transgenres le droit de choisir leur établissement selon le type d'établissement préféré. Ils peuvent être classés dans leur type d'établissement préféré. Dans le fond, c'est officialisé en mai dernier. C'est une politique qui permet un type de transfert appelé directive du commissaire numéro 100, délinquant de diverses identités de genre, découlant de la loi C-16 qui interdit depuis 2017 la discrimination contre les personnes transgenres ou bispirituelles. On y précise dans le fond que les détenus hommes ou femmes peuvent être placés dans leur type d'établissement préféré selon ce qui correspond le mieux à leur identité ou expression de genre, et ce peu importe leur sexe, c'est-à-dire leur anatomie, ou leur marqueur de genre sexe dans les documents d'identification, indique la directive. Donc c'est basé sur aucune base de stéréotypes et de préjugés. Donc, ce qu'on nous apprend finalement dans la presse, c'est que le délinquant ait entamé ou non une intervention de changement de sexe ou un traitement d'hormonothérapie, ça n'a aucune incidence. Le processus ne prévoit aucun examen sur la sincérité de ses prétentions. Il faudrait, selon certaines personnes, les obliger à prendre un traitement contre leur volonté et interférer dans leur processus de transition et mettre une pression sur eux. Donc, on dit que le seul critère de refus prévu est l'existence de préoccupations dominantes en matière de santé ou de sécurité, qui ne peuvent être résolues
au terme d'une réévaluation de sa cote de sécurité. Donc, dans le fond, c'est la cote de sécurité sur la notion du transfert. Dans le fond, selon les informations révélées par la presse, le Service correctionnel du Canada nous répond que chaque demande est évaluée au cas par cas afin de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises pour respecter la dignité et les droits du délinquant concerné et assurer la sécurité de tous les délinquants, indique par courriel la porte-parole du Service correctionnel du Canada. On dit qu'au Québec, bien qu'aucune directive ait été adoptée, les prisons provinciales appliquent une politique similaire, affirme le ministère de la Sécurité publique. Mais en contrepartie, on nous informe aussi que c'est une situation assez marginale, là. On dit que c'est des mesures d'adaptation qui représentent à peu près en termes de bénéficiaires moins de 1% de la population carcérale. Donc c'est vraiment une moindre partie de la population. C'est pas quelque chose qui prend des proportions démesurées dans le terme de la représentativité, là. Mais par contre, il y a une ancienne détenue qui mène un combat acharné pour que cessent ces transferts des détenus transgenres. Elle dit qu'on est en train de décharger la réalité de la violence des prisons masculines vers les prisons pour femmes avec cette politique. Elle dit que les prisons pour femmes sont typiquement des cottages, avec des espaces communs et des portes verrouillées. C'est plus relax que les prisons pour hommes. Ça a l'air que les prisons pour femmes, c'est plus relax que les prisons pour hommes, souligne l'ex-détenu. Ce qui est assez inquiétant quand on y pense, ce qui est très sexiste, de voir une femme ex-détenue qui voudrait rejeter des personnes transgenres des prisons pour femmes en disant que c'est moins sévère dans les prisons pour femmes, mais que c'est plus sévère dans les prisons pour hommes et qu'on devrait laisser des personnes transgenres et homosexuelles issues de la diversité dans les violences des prisons pour hommes. Je trouve que c'est pas se décharger d'une responsabilité et accuser une infime partie de la population d'un problème dont ils sont même pas responsables au bout du compte, là. De toute façon, comment ça se fait qu'au Québec, on traite mieux les femmes dans les centres carcérales puis c'est moins sévère dans les centres pour femmes que dans les prisons pour hommes? Comment ça se fait qu'il y a un traitement de disparité entre les prisons pour femmes et les prisons pour hommes? Déjà, en partant, c'est hyper sexiste, puis c'est pas normal, puis c'est basé sur la base d'un préjugé. On est en train de dire finalement que les délinquants transsexuels seraient plus dangereux que les femmes dans une prison? Je veux dire, les femmes qui sont en prison, c'est pas censé être des enfants de cœur non plus, là. On s'entend-tu que si t'es une femme puis t'es en prison, c'est parce qu'à quelque part t'es une délinquante aussi. T'as dû faire des choses qui sont pas correctes pour te retrouver en prison, ou du moins d'être accusé de des accusations qui sont tout de même graves, j'imagine. Mais là, ce que je trouve encore plus aberrant, ce que je trouve encore plus choquant pour la communauté homosexuelle, transgenre et bispirituelle, c'est que l'ancienne détenue nous cite: ces hommes essaient d'adoucir leur peine dans un environnement moins contraignant en prétendant être des femmes. Mais certains cherchent aussi à s'approcher des femmes parce qu'ils sont en dedans pour une très longue période de temps et qu'ils veulent avoir du sexe. Ça fait que là, on est en train de nous dire, dans le fond, que ces hommes-là essaieraient d'adoucir leur peine dans un environnement moins contraignant en prétendant être des femmes. C'est-tu normal qu'au Québec, ce soit moins contraignant et moins sévère dans les centres pour femmes que dans les prisons pour hommes? Comment ça se fait qu'il y a un traitement de différence, qu'on traite les hommes supposément plus sévèrement dans les prisons pour hommes que les femmes? Puis que là, on pointe du doigt les personnes transgenres en disant qu'ils veulent quitter la prison pour hommes parce qu'ils ont le choix d'aller dans la prison pour femmes pour avoir un traitement supposément de faveur. Puis là, on dit qu'ils sont plus propices à s'approcher des femmes parce qu'ils sont en dedans pour de longues périodes puis qu'ils font ça pour avoir du sexe. Fait qu'on est en train de dire que finalement, une femme lesbienne en prison ou une femme hétérosexuelle en prison qui est en manque, c'est pas porter plus qu'une autre personne à violer quelqu'un dans la société qu'un transgenre dans une prison pour femmes ou qu'un homme. Je trouve tellement qu'on rentre dans un stéréotype puis dans un énorme préjugé pour de vrai, là, pour les gens qui n'ont pas encore réalisé ça, là. Je pense que je devrais quasiment le répéter. Mais selon les femmes détenues qui ont côtoyé ces prisonnières transgenres en prison, ils affirment que la moitié sont à l'origine des hommes
qui ont été incarcérés pour des délits de nature sexuelle. Fait que supposément que la plupart de ces transgenres-là, c'est des délinquants sexuels. Mais il n'y a pas de statistiques qui prouvent ça. Ils disent que cette politique met des centaines de femmes détenues, dont une très grande proportion déjà victimes d'agressions sexuelles, dans une situation encore plus vulnérable. On est complètement en train de faire vivre un péjoratif puis de dire que dans le fond que les personnes transgenres ou qui changent de sexe ou en transition de changement de sexe ou qui s'indéfinissent ou qui n'ont pas de définition de genre et de sexe sont plus portés à violer des gens dans la société, là. Franchement, là, c'est-tu sérieux, là? C'est du n'importe quoi, là. Mais là, il semblerait que la presse se creusait et que des rapports de la Commission des libérations conditionnelles consultés par la presse indiquent que plusieurs de ces détenus transgenres ont aussi un parcours marqué par la violence et les abus de toutes sortes, même une fois transférés dans des prisons pour femmes, à ce qui paraît. Comme si les femmes qui sont détenues et prisonnières dans ces femmes-là en prison, ces femmes-là qui ne sont pas non plus des enfants de cœur comme tous les prisonniers masculins ou transgenres ou de n'importe quelle sexualité, là, je veux dire, comme si elles ne sont pas non plus, il n'y en a pas dans ces femmes-là, certaines qui sont propices à l'abus et à les tendances qu'on vient de décrire là, chez les personnes transsexuelles, transgenres et de transidentité. Puis là, on voit une photo du bâtiment des établissements pour femmes de Joliette. On voit les unités d'habitation, on voit la prison. C'est un centre de détention pour femmes, puis c'est comme des petites maisons, des petites unités qui vivent à part, là. Puis on héberge les femmes détenues et prisonnières là-dedans, comme si c'était des victimes du système carcéral et pénal, malgré le fait qu'ils ont fait des crimes. Puis là, ils disent qu'ils sont victimes de viol en prison parce qu'on envoie des transsexuels dans leur prison, parce qu'ils disent qu'ils essayent d'éviter un système pénal et carcéral qui serait supposément plus sévère envers les hommes. Y a-tu juste moi qui trouve ça calissement puis hyper sexiste, pour vrai? En tant qu'homme homosexuel et bispirituel et qui se considère finalement autant une femme qu'un homme, qui se considère des deux genres, si vous me demandez, si vous me donnez le choix en tant que personne, dans quelle prison que je veux aller, est-ce que je vais aller dans la prison pour femmes où ce que c'est moins sévère, puis que c'est pas mal mieux, puis que c'est pas mal moins institutionnalisé, puis que c'est plus doux, où ce qu'on te caresse quasiment dans le sens du poil, ou est-ce que je vais aller dans la prison pour hommes où ce qu'il y a une violence, puis t'es enfermé, puis c'est encadré comme un gros centre de détention pour les gros criminels endurcis, ben je vais vous répondre que j'irai dans aucun des deux pour vrai. Parce que je suis sûr que dans les deux centres, je vais vivre autant de violence de la part des hommes que des femmes. Mais là, le journal La Presse va plus loin. Il nous montre vraiment la photo d'un transgenre. Mais là, le transgenre, il est vraiment transformé, là. Il est maquillé, il y a une mèche, il y a un toupette, il y a les cheveux roses, les cheveux longs et blonds. Il porte une brassière, il y a des seins, je veux dire, il y a un décolleté. C'est une très belle femme là, pour son âge. Puis on nous dit finalement que on a hébergé cette femme-là, on cite même son nom dans son nom de vie, puis on dit que la majorité de sa vie, elle a été incarcérée pour des viols qualifiés, puis toutes sortes de crimes violents. Puis là, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que elle a eu des problèmes significatifs, puis répétés. C'est ce que le rapport des commissions des libérations conditionnelles souligne, c'est que pendant qu'elle purgeait sa peine dans un établissement pour femmes, elle a eu des comportements violents, elle a eu une attitude harcelante, intimidante et menaçante supposément pour les autres détenus, ainsi que pour le personnel. Et là, je suis en train de me dire, tu sais, c'est bien beau accuser une personne transgenre et transsexuelle et en transformation de violence, mais est-ce que finalement une personne transsexuelle est à sa place dans une prison pour femmes? Est-ce qu'on peut pas dire qu'elle a peut-être vécu du rejet puis de la violence de la part des femmes? Il y a beaucoup de femmes, je m'excuse, dans la société là, qui ne tolèrent pas et qui n'acceptent pas la communauté transsexuelle et transgenre et qui trouvent ça excusez-moi les mots, là, je vais dire ce que je me suis déjà fait dire par des femmes qui trouvent ça, c'est pas mes mots à moi, là, mais qui trouvent ça dégueulasse de voir des hommes se transformer en femmes, genre, puis porter leur linge, puis porter leurs affaires, puis mettre du maquillage, puis du cutex. Il y en a des femmes qui sont complètement réticentes à ça et qui ont des gros préjugés envers ça. Ça fait que ça me surprend pas qu'on est en train de stigmatiser les personnes transsexuelles dans les prisons pour femmes en les accusant comme des prédateurs sexuels, des hommes qui vont violer les femmes et qui changent de sexe pour violer des femmes. Je pense pas que quand on change de sexe, c'est dans le but de violer des femmes. Je pense plus que c'est dans le but d'assumer son identité sexuelle. Mais
je m'attends pas à ce que les femmes, autant que les hommes, comprennent plus cette transition-là dans les faits, là. Puis là, maintenant, on nous cite un autre cas d'un supposément pédophile qui est devenu un transsexuel. On fait des associations, des amalgames entre la pédophilie et la transition sexuelle. Puis là, on dit qu'il y a eu une plainte pour viol contre lui dans un centre de détention pour femmes, mais que la plaignante, finalement, a retiré sa plainte parce qu'elle est accusée de transphobie. Donc, ça revient à ce que je viens de dire juste avant en disant que finalement, tu sais, les personnes transgenres, faut pas chercher à ce qu'ils soient autant compris par la gente masculine que la gente féminine, là. Je veux dire, quand tu es en transition et que tu vis dans un entre-deux, entre deux sexes, et qu'il y a une institution purement masculine et une autre purement féminine, qui fonctionnent totalement différemment, qui te font des traitements de faveur et de défaveur d'un sens ou des critères comme de l'autre, là, qui genrifient les choses, faut pas que tu t'attendes à te faire bien traiter dans une institution comme un autre quand toi, tu es en transition entre les deux, là. Et c'est bien beau, genre, de vouloir démoniser les personnes transgenres, transsexuelles qui sont incarcérées comme si c'était pas des enfants de cœur par rapport aux autres détenus incarcérés. Je veux dire, quand tu es en prison, c'est parce que tu n'es déjà pas appartenant à un enfant de cœur, que tu sois un homme, une femme ou une personne transgenre, là. En m'amener, je comprends pas ce qu'on essaie de faire passer comme message dans la presse aujourd'hui. Donc, on nous cite, on argumente dans le sujet en disant que il y a des rapports du bureau de l'enquêteur correctionnel de l'Ombudsman des détenus qui a souligné en 2018 et en 2019 que l'intégration des détenus transgenres dans les prisons pour femmes a fait l'objet de plusieurs récriminations de la part de détenus. C'est une source de défis opérationnels conséquente. On dit que la préoccupation soulevée est compréhensible, particulièrement lorsqu'on tient compte du fait que pour la plupart des femmes purgeant une peine fédérale, on dit que la plupart ont vécu d'importants traumatismes et de la violence sexuelle et physique au cours de leur vie. Et là, ce que je ramène en perspective, c'est que les personnes transsexuelles et transgenres ne vivent pas de traumatismes sexuels dans leur vie. Ils ne vivent pas de commentaires, de préjugés et de jugements disgracieux à leur égard dans leur vie. Qu'est-ce qui vous dit, vous, en tant que femme et en tant qu'homme, qui vivent peut-être pas aussi des agressions sexuelles par rapport à leur transidentité? Mais le syndicat des agents correctionnels fédéraux vont encore plus loin. Il dit que souvent l'équipe d'urgence d'un établissement pour femmes est composée de femmes seulement. Or, la force physique d'une personne trans et son gabarit restent les mêmes. T'es en train de dire que les femmes transsexuelles sont plus fortes que les autres femmes. Je m'excuse, là, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes en prison, premièrement, qui sont des criminels endurcis. Ça fait que déjà là, si t'es une femme qui est agente correctionnelle, il faut que tu sois préparé à être formé à réagir en toutes conséquences. Et il y a des hommes qui sont pas plus gros et pas plus forts que des femmes, là. Ça, c'est un préjugé masculin. Et d'ailleurs, le président du syndicat des agents correctionnels fédéraux, ben, c'est un homme. Donc, quand les membres du syndicat des agents correctionnels fédéraux redoutent les transferts des transgenres parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas outillés pour y faire face, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de sensibilisation face aux préjugés par rapport à ça aussi. Puis là, on nous cite un élément important. On nous dit qu'en revanche, les détenus transgenres qui sont incarcérés dans des prisons qui ne correspondent pas à leur identité de genre sont très souvent vulnérables et peuvent être victimes de violences, d'intimidation, d'harcèlement et d'agressions sexuelles. Donc, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que pendant qu'ils sont en transition, s'ils ne correspondent pas à la perfection de l'homme et de la vision de l'homme et de la femme chez le genre défini, ben, ils sont souvent propices à vivre des formes de persécution diverses. Donc, ça remet en perspective ce que je disais un peu tantôt. On dit qu'il arrive souvent que ces personnes soient placées dans des conditions semblables à l'isolement pour leur propre sécurité. Et là, on propose ainsi l'idée de la création d'ailes spécifiques pour personnes trans dans les prisons. On se demande si ça pourrait être une solution. Mais là, il y a quelqu'un qui dit que ce serait de créer une nouvelle forme de ségrégation. S'oppose Céleste Trianon, qui milite pour le droit des trans au Centre de lutte contre l'oppression des genres, un organisme indépendant financé par les étudiants de Concordia. On dit que l'idée du prédateur trans, soutient-elle, est un legs du patriarcat dont la société doit s'affranchir.
Elle dit qu'elle trouve irréaliste de penser qu'une personne change de sexe uniquement dans le but d'agresser des femmes, lance-t-elle. Elle dit que la véritable solution, selon elle, serait plutôt de dégenrer la société dans son ensemble. Ça commence par les écoles, puis les toilettes publiques, et un jour, ce sera les prisons. C'est ce qu'elle est en train un peu de nous raconter. Vous savez, je pense que dans les prisons en Californie, en tout cas, dans les centres de détention en Californie, il y a une aile pour les homosexuels et les membres de la communauté LGBTQ+. Il y a une aile de prisonniers pour les personnes transgenres appartenant à la diversité sexuelle, parce que ça fait longtemps qu'ils ont compris que dans les prisons, il y avait des personnes encore avec des préjugés homophobes, sur l'expression de genre, sexiste, et que c'était pas nécessairement l'endroit approprié pour emprisonner des personnes de la communauté transgenre, homosexuelle et LGBTQ. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une aile destinée juste à ces personnes qui s'identifient de cette diversité de genre et sexuelle-là. Ben moi, je pense que l'idée de faire ça au Québec, c'est peut-être une bonne idée, mais quand je regarde, par exemple, comment qu'on traite les femmes dans les prisons du Québec, puis comment qu'on traite les hommes, puis que je viens d'apprendre comment il y a un traitement de différence entre les deux traitements, qu'on traite mieux les femmes que les hommes dans les prisons au Québec, puis que ce qui choque finalement les nouvelles, puis les journalistes, puis tout le monde dans les médias, c'est le fait qu'on transfère des transgenres dans les prisons sur ce motif-là, puis ce qui choque pas le monde, c'est le fait qu'il n'y a pas les mêmes conditions de détention pour les hommes et les femmes au Québec, pour la valeur du même crime. Je trouve ça aberrant. Je trouve que c'est un abus de droit, que c'est une violation constitutionnelle de nos droits, c'est du sexisme pur. En tant que personne homosexuelle qui s'identifie des deux sexes, bispirituelle, bigenre, je trouve réellement que pour de vrai, on s'attarde pas puis qu'on regarde pas la chose sous le bon angle, là. OK, on va faire un petit calcul. Selon la presse, il y a 64 détenus de différentes identités de genre incarcérés dans les prisons pour hommes. Il y a 57 transgenres qui ont fait des demandes de transfert vers les prisons fédérales pour femmes. Il y en a 12 qui ont été approuvés depuis 2017. C'est le nombre de transferts de transgenres vers des prisons fédérales pour hommes. Il y en a 24 au total des détenus de différentes identités de genre détenus dans des prisons pour femmes. Il y en a juste 24. Il y a 24 transgenres dans les prisons pour femmes, puis ça dérange tout le monde. Mais il y a combien d'hommes qui sont incarcérés dans des prisons pour hommes, qui sont enfermés dans des prisons qui ont des conditions moindres par rapport aux prisons pour femmes et qui sont incarcérés pour des conditions de vie qui ne sont pas égales à celles des femmes? Combien d'hommes au Québec qui sont incarcérés, pour vrai, dans des conditions pitoyables, alors que les femmes, elles, ont un traitement de faveur dans les prisons pour femmes et ont des centres correctionnels qui sont quasiment moins sévères et pas mal plus vivables que ce que les hommes peuvent vivre? Comment ça se fait qu'il y a un traitement de différence entre les deux? Moi, j'aimerais ça avoir le nombre exact d'hommes incarcérés au Québec. Écoutez, pour vous aujourd'hui, en direct de Québecwood, j'ai fait une petite recherche et les données que j'ai recensées me semblent un peu incroyables. Il semblerait qu'au Québec, il y ait 4377 hommes incarcérés, selon les données de 2018-2019, par rapport à environ 300 femmes, 270 femmes incarcérées par rapport à 4000 hommes. Donc, c'est-tu moi que quand on en regarde comment que les hommes sont traités plus sévèrement dans les prisons pour hommes, et que les femmes sont traitées moins sévèrement, et qu'il y a beaucoup moins de femmes incarcérées et beaucoup plus d'hommes, ben ça se peut-tu qu'on traite plus sévèrement les hommes dans le processus de la justice? Hein? Quand on regarde que dans des cas de violence conjugale, la justice a souvent tendance à prendre le côté de la femme, même souvent quand certains hommes vivent parfois aussi de la violence conjugale, ça l'arrive, là. Quand on regarde au Québec la quantité d'hommes qui se suicident parce que justement, au niveau de la pension alimentaire, on a plus tendance à donner également priorité à la femme, à prendre le côté de la femme et à traiter l'homme comme un irresponsable. Il n'y aurait pas une inégalité entre les hommes et les femmes dans la justice et le système carcéral et pénal au Québec comme au Canada? Et peut-être que finalement, si on pointe les personnes transgenres et de transidentité du doigt,
C'est parce que ces gens-là, ils viennent remettre ça en perspective. Étant donné qu'ils rentrent dans aucun des deux cadres, ben là, ça nous fait nous remettre en question pas en perspective. Ah, on traite pas pareil l'homme et la femme dans la société, puis là, on arrive pour classer une personne qui s'identifie comme les deux. Comment qu'on va traiter cette personne-là? Ben, normalement, dans une société normale où ce que les hommes et les femmes sont traités de façon égale, on se poserait même pas cette question-là. C'est ça qui arrive, là. C'est ça qu'on devrait se remettre en perspective au bout du compte, là. Dans une société qui est normale, on ne crée pas plus de droits pour la femme que pour l'homme. On crée du droit pour tout le monde, pour tous les genres, pour toutes les personnes de tout sexe, de toute identité sexuelle. On n'en fait pas une exclusion axée sur la genrification des choses. Mais c'est sûr que dans une société conservatiste comme la nôtre, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup de femmes qui sont prêtres dans l'Église, hein? On n'en voit pas beaucoup encore aujourd'hui des femmes à la tête de grandes sociétés. On a encore des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. De certains côtés, on protège la femme comme si on voulait pas l'atteindre, on voulait l'épargner, puis on s'attaque aux hommes sans aucune peine. Puis d'un autre côté, ben c'est l'homme qui est avantagé d'un point de vue économique au détriment de la femme. Y a-t-il un sexisme profond au Québec? Un sexisme culturel? Un sexisme endoctriné par des années d'endoctrinement dans des valeurs patriarcales, on se le cachera pas, mais également dans des mouvements féministes qui poussent l'extrémisme des fois, là. Et l'équilibre entre les deux, l'équilibre dans tout ça, c'est où qu'on le trouve? Ben, moi, je pense que l'équilibre entre l'homme et la femme, ben, il se retrouve un peu dans la transidentité. Je pense que sur une échelle, si d'un côté il y a l'homme puis il y a la femme, ben, on peut situer entre les deux les personnes transgenres et de transidentité et en faire une ligne qui se rejoint à quelque part, non? On pourrait pas faire ça pour les personnes qui se catégorisent différemment du principe de genre que vous avez adapté, selon le fait que le rose, ça appartient aux femmes, et le bleu, ça va être pour les hommes. Les cheveux longs, on va donner ça aux femmes, mais les cheveux courts, on va garder ça pour les hommes. Les hommes ont le droit d'avoir une barbe, mais une femme avec une barbe, ça va être un choc culturel. Si un homme met une brassière, ça sera pas approprié. Puis la jupe, on va garder ça pour la femme. Non, mais je sais pas, là. Pourquoi que le maquillage serait réservé uniquement aux femmes, puis qu'on n'aurait pas le droit de porter tout ce qu'on veut et d'être ce qu'on veut au bout du compte, là? C'est comme ça, un peu dans un sens, au bout du compte, on avait créé l'homme et la femme de toutes pièces. On les avait catégorisés dans des métiers, dans des choses, dans des vocations. C'est complètement abject quand on y pense, là. Quand on pense à tous les préjugés sexistes qui existent aujourd'hui encore du côté des hommes autant que des femmes par rapport aux deux côtés, imaginez-vous les personnes qui franchissent la ligne des deux puis qui se retrouvent dans un entre-deux, comment que ça doit être difficile pour eux autres de vivre les préjugés des deux côtés. Hein? Tu sais, il y a les femmes qui pointent beaucoup les hommes puis qui disent c'est souvent les méchants dans l'histoire, là. Ben pour les personnes transgenres, là, il y a deux méchants dans l'histoire puis c'est l'homme puis la femme. Puis ils sont tout le temps en train de chicaner là, pendant que nous autres, on les regarde, puis on est comme, voyons. Vous ne regardez pas qu'il y a vos enfants en dessous de vous autres, genre, qui sont peut-être pas, qui se reconnaissent peut-être pas entre vos deux définitions de ce que vous dites puis de ce que vous êtes, puis qui aimeraient ça être considérés aussi par la société à quelque part, là. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que les personnes transgenres puis de transidentité, là, c'est les enfants de la société comme tout le monde, là. Puis dans la vie, ben, t'as pas juste le choix d'être un homme et d'être une femme, t'as le droit de t'identifier à autre chose si tu veux. On n'est pas obligé de se catégoriser puis de se coller une étiquette selon la volonté des autres, là. On a le droit de se remettre en question, en perspective, puis de se décider nous autres mêmes, là. C'est quoi qu'on aspire à être, puis ce qui nous plaît, puis ce qu'on aime, sans vivre de préjugés puis de ressentis par rapport à est-ce que c'est féminin, est-ce que c'est masculin, est-ce que ça appartient plus à l'homme ou la femme. Non, il n'y a rien dans ce monde qui appartient plus à un homme qu'à une femme, tiens. Ça, c'est bien répondu pour vous autres, ça? Parce que je vais vous dire bien honnêtement, nous autres, les personnes homosexuelles, LGBTQ, bispirituelles, transgenres, puis tout ça, là, etc., là, on est vraiment tannés.
On est tanné de cette chicane de famille-là, là, entre maman et papa, là, entre grand-papa et grand-maman, là, cette chicane entre l'homme et la femme dans la société, là, puis on aimerait ça avancer vers des valeurs d'inclusion sociale qui incluent réellement tout le monde, sans s'arracher, genre, la société du côté féminin ou masculin, genre. Je suis bien d'accord que les hommes ont fait des affaires terribles. Ils ont rangé la femme dans une cuisine, dans une salle à manger, dans une salle de lavage, au service des enfants, loin du travail, loin des décisions politiques, ancrées dans la religion et dans le culte et l'endoctrinement pour le masculin. Mais en même temps, il faut en revenir. En même temps, il faut passer à autre chose. On est en 2022. On serait censé parler d'égalité pour tous et pas juste d'égalité pour la femme dans la société, autant que juste pour les hommes. C'est un peu dur à suivre. Au bout du compte, les femmes ont défendu pendant des années la transgression de tout ce que les hommes leur interdisaient de faire, qui se permettaient de faire. Puis aujourd'hui, on voudrait interdire aux transsexuels, aux homosexuels, aux personnes transgenres, bispirituelles, de bi-identité, bi-genre, de vouloir faire la même chose et de s'émanciper de tous ces concepts et ces préceptes-là, de ce patriarcalisme puis de ce maternalisme imposant et oppressant dans notre société qui s'ostine d'un côté comme de l'autre pour avoir le contrôle sur tout. Moi, je pense que c'est trop facile d'accuser les personnes qui transgressent le genre, les personnes transsexuelles, les personnes transgenres, les personnes qui s'assument, qui s'affirment face à tous les préjugés d'acceptation des autres. De toute façon, je pense pas que dans leur transformation et dans leur recherche d'identité, ces personnes-là ont besoin de l'approbation et de l'opinion des autres. Je pense que c'est une recherche de soi qui est personnelle, qui appartient à soi-même, puis qui revient pas aux autres de décider pour nous-mêmes. Donc, ce que les autres en pensent, c'est leur choix, c'est à leur égard, c'est leur façon de penser, mais ils n'ont pas à imposer leur choix d'identité et identitaire à d'autres personnes qui ont une identité ou une représentation ou qui se voient différemment dans la définition qu'eux ont du genre, ont des choses, ont de l'identité sexuelle ou de l'affirmation identitaire d'une personne, de son expression de genre. Donc je pense que pour de vrai, c'est facile de juger, c'est facile de critiquer. Ce que je pense, c'est que c'est pas mal plus difficile de vivre dans la peau d'une personne qui cherche son identité sexuelle, qui est une personne transgenre, de transidentité, ou même une personne transsexuelle, une personne qui n'a pas de transformation nécessairement complète ou acheminée ou terminée. Je veux dire, être un homme puis être une femme, c'est pas juste avoir des boules, un vagin puis un pénis, là. Excusez-moi, là, mais c'est pas juste du point de vue des organes génitals, ça tourne pas juste autour du système hormonal, il y a aussi la façon que tu te vois, le concept. Il y a un concept identitaire à travers ça, puis c'est pas juste un corps physique, c'est aussi un corps spirituel au bout du compte, là. Je pense que dans toute cette définition de la transidentité, on regarde juste l'aspect physique, on regarde juste l'aspect sexuel, on regarde juste le corps. On est détourné et axé sur le sexe. Le sexe, ça prend trop de place dans notre vie. Notre société est obsédée par le sexe. Ça fait que ça horrifie tellement les personnes hétérosexuelles et les femmes et les hommes de voir des personnes outrepasser le sexe puis plus être capables de se reconnaître. Ah, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Eux autres, il faudrait quasiment avoir une étiquette puis coller une étiquette sur tout le monde. Toi, t'es un homme, toi, t'es une femme, ça soit écrit dans ton front pour être sûr de jamais coucher avec une personne qui transgresse le sexe. C'est la peur, c'est la transphobie, c'est axé sur ça, là. C'est une peur sexuelle intense pour eux autres. Donc, eux autres, ils ont de la misère avec ça. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes avec ça. Puis ce qu'on réalise au bout du compte, c'est que dans toute cette définition de la chose, ben on oublie la psychologie. On oublie comment que la personne se voit, se définit. Tu sais, il y a des personnes transgenres et transsexuelles qui disent ben moi, quand j'étais jeune, je me voyais comme une fille, tu sais. J'écoutais des films, je voyais des petites princesses, je voulais qu'on m'achète des jouets pour filles, je jouais avec les filles, je jouais au Barbie. J'étais comme une petite fille, mais prisonnier dans un corps de petit gars, tu sais. Il y en a beaucoup que c'est ça qu'ils disent. Ça fait que, tu sais, on peut pas dire à une personne qu'elle est pas ce qu'elle est quand elle vit elle-même en soi-même, puis que juste elle qui peut se définir aux yeux des autres, là. Tu sais, en m'amener, c'est bien beau de vouloir coller une étiquette à tout le monde, mais les gens ont le droit de se décider eux-mêmes, puis ce qu'on est, c'est pas écrit dans le béton, là, je veux dire, c'est pas écrit dans le marbre non plus. Les gens évoluent, les gens
On est dans une société en constante évolution. La sexualité, le genre, c'est quelque chose qui évolue au cours d'une vie. On se découvre tout le temps. La découverte de soi-même, c'est quelque chose qui continue perpétuellement. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête juste le jour où on n'est plus de ce monde. Je veux dire, il faut arrêter de penser que ce que je suis aujourd'hui, puis ce que c'est ce que je vais être demain, puis que je vais toujours rester la même personne, puis que j'évoluerai pas à travers ça, puis que mon sens, puis que ma sexualité, puis que on change pas à travers ça. Fait qu'à un moment donné, je pense que les gens ils ont tellement de peur puis d'incompréhension par rapport à la sexualité et l'expression de genre qu'ils savent plus quoi redonner et sortir comme argument par rapport à ça. Puis ça me choque même pas, je le prends pas personnel, je vois juste ça comme un manque de compréhension. Je pense qu'au bout du compte, les gens ils ont juste beaucoup de questionnements par rapport à cette réalité. Quand t'es pas une personne transgenre, de transidentité, quand t'es pas homosexuel, quand t'es pas bispirituel, quand tu t'identifies puis tu ne vois pas ou t'es pas associé à ça, ben c'est peut-être dur de comprendre puis de te mettre à la place de ces personnes-là dans un sens. On peut pas leur reprocher de pas trop comprendre notre réalité, de comprendre la réalité de ces personnes-là. Mais dans un sens, ils peuvent pas rogner puis dénier puis faire vivre leurs préjugés sur ces gens-là puis sur nous autres non plus, au bout du compte non plus. Là. En même temps, c'est parce qu'il y a des limites aussi. Tu sais, je vais vous donner par exemple moi. Moi, je suis une personne bigenre, bispirituelle. Je me considère comme une femme prise dans un corps d'homme, mais j'ai pas l'intention de changer de sexe. Je me suis toujours identifié à la femme. Quand j'étais jeune, je me voyais comme une femme. C'est étrange, mais je m'identifiais beaucoup plus à la femme. J'ai toujours été plus proche de la femme, mais je suis attiré par les hommes. Je veux dire, je suis une femme prise dans un corps d'homme. Ça veut dire que si je serais né dans le corps d'une femme, j'aurais été une femme hétérosexuelle. Je serais pas un homme homosexuel. Ça fait que mettez-moi dans une prison pour femmes, le risque que je viole et que j'agresse sexuellement une femme, le risque il est minime. Quand tu repenses à ça, il y a bien plus de chances que je me fasse agresser par des femmes du point de vue sexuel ou que je subisse du harcèlement sexuel de la part des femmes parce que je suis un homme relativement masculin, malgré le fait que j'exprime une féminité, à l'intérieur de moi, je suis très féminin. Fait que comprenez-vous la nuance de la transidentité, de l'expression de genre et de l'expression sexuelle. Ça fait que quand on dit que les personnes transgenres et transidentité, transsexuelles sont plus portées à agresser sexuellement une femme, moi, ça peut juste venir me chercher puis me choquer parce que une femme, ça m'attire pas vraiment beaucoup, là. J'irais pas toucher une femme, c'est pas... J'ai aucun désir sexuel envers la femme. Il me semble que ça peut pas être plus clair. En fait, il y aurait pas mal plus de chances que je me fasse agresser dans une prison pour hommes quand on pense à ça. Il me semble que c'est autant logique. Autant dans une prison pour hommes que pour femmes. Fait que dans un sens, dans les deux institutions, autant axées sur le genre et asexuées et axées sur cette genrification des choses, ben je pense que dans aucune de ces institutions, je serais finalement autant en sécurité, là. Ça fait que ma solution, c'est étant donné que les prisons pour hommes, c'est plus sévère que les prisons pour femmes, ben moi, mon idée, c'est de faire des prisons pour les personnes transsexuelles et les personnes transgenres qui sont moins sévères que les prisons pour femmes. Ça fait que ça va être des centres de semi-liberté, genre, puis tu vas être emprisonné, mais il faut que tu reviennes à 11 heures, puis tu vas vivre des peines en discontinu, en société collective. Ça va être des centres pour les personnes transgenres et homosexuelles, vu que les hommes ne traitent pas bien les homosexuels puis les personnes transgenres dans les prisons puis qui sont traités plus sévèrement dans les centres pénitentiaires, vu que les femmes veulent pas avoir les transgenres dans leur pattes dans leur propre prison, ben moi ce que je propose c'est de faire des centres de détention moins sévères et beaucoup plus libres avec beaucoup plus de liberté pour accueillir l'inclusion sociale et la diversité sexuelle, les transgenres, les homosexuels, les bispirituels et leur faire un beau centre de détention rose avec les couleurs de l'arc-en-ciel qui protège leurs droits et leur identité sexuelle, autant des concepts sexistes au masculin qu'au féminin, pour qu'on arrête de faire vivre au-dessus d'eux autres des préjugés sexistes qui, selon moi, aujourd'hui, n'auraient plus leur place dans la société d'aujourd'hui, mais qui, malheureusement, perdurent à vivre et continuent de perturber la sphère médiatique de leur opinion axée sur le stéréotype de masse et sur la démonisation du genre. Et on sait ce qu'on disait encore il y a 50 ans, les personnes transgenres et les homosexuels, ils ont des problèmes mentaux, ils vont aller en enfer, c'est des aberrations. On sait ce qu'on disait avant, et aujourd'hui, la science nous dit tout autre chose. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, on peut regarder les préjugés des gens, on peut regarder la psychologie, puis on peut regarder l'individu et les phénomènes sociaux, et réaliser que on peut faire vivre le préjugé ou on peut s'adapter à la réalité d'aujourd'hui puis vivre autrement dans l'acceptation des autres et de tout le monde, sans créer de stéréotypes sur le genre, autant d'un côté comme de l'autre, là.
Donc, c'était Éric Tremblay-Dionne qui parle moitié homme, moitié femme, qui se considère moitié masculin, moitié féminin. Ça arrive des personnes qui se considèrent entre les deux. Et je vous dis que ça va prendre un centre pour les personnes comme moi parce que je me vois pas dans aucune des deux prisons, au masculin ou au féminin. Je trouve qu'il y a trop de traitement de disparité entre les deux genres. C'est inconcevable dans notre société.